Tu as réussi à lever plus de 79 000 dollars des gens. Je viens d'être admise pour un master à l'université d'Harvard, pour un master d'1 an en éducation. Et j'y vais sous le haut patronage du peuple congolais. Et donc voir qu'il y a des personnes qui ont fait sortir de l'argent de leur poche en misant sur mon éducation. Au retour, je compte faire une académie de formation continue pour les enseignants. Pourquoi les crowdfunding? Nous avons la chance de vivre dans la meilleure période qui existe, l'ère de l'Internet. Vous êtes ingénieur. Donc effectivement, j'ai toujours rêvé de devenir ingénieur. Bill Gates, Steve Jobs, ce sont des noms qui, dans notre enfance, nous ont fait rêver. Je me suis auto-formée et à la fin de mes études, je me suis dit qu'il faut que j'aille dans l'éducation. Pour au moins dire aux petits frères et sœurs qui sont en train d'arriver que s'ils ne se prennent pas en main, l'université risque d'être une expérience où l'on pourrait sortir sans toutes les compétences. Et donc tout de suite, je suis devenue assistante à l'université de Lubumbashi. Comment tu décrirais ta mission en 3 mots-clés? Ma mission, c'est d'ouvrir des horizons. Et là, préfet, j'entre en contact avec le lycée Liziba et on va dire je tombe amoureuse du projet éducatif. Parce qu'en plus, on commence plus tôt le primaire et le secondaire où les élèves encore croient que c'est possible de changer les choses. Qu'est-ce que tu penses que les entrepreneurs ne font pas assez pour ne pas être capables de lever ces fonds à cette vitesse et à cette hauteur? Qu'en fait, les entrepreneurs restent très peu de temps dans la course. Imaginez devoir lever près de 80 000 dollars. Pas pour une start-up, pas pour acheter un véhicule ou un gadget high-tech, mais pour un rêve. Aller en dehors du pays, pour aller étudier et revenir pour élever le niveau de l'éducation en RDC. Ça, c'est le rêve de mon invité. Mon invité veut impacter pas des milliers, mais des millions de vies de Congolais à travers l'éducation. C'est très paradoxal, peut-être que beaucoup n'entendent pas parler, et ce n'est pas, comme je l'ai dit, une start-up ou une entreprise privée, c'est l'éducation d'une génération, d'une société. Bienvenue dans Bani Talks, votre podcast où on parle de business, d'entrepreneuriat et d'investissement, sans filtre et sans détour, avec un focus assumé sur la RDC et sur l'Afrique. Ici, on analyse, on décortique et surtout, on agit. Et aujourd'hui, je suis heureux d'avoir sur ce plateau Madame Assina Kahamba. Merci de nous avoir fait honneur en étant aujourd'hui notre invité. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Vanny. Beaucoup ne vous connaissent pas pour ce pourquoi je vous ai invité, mais beaucoup vous connaissent comme préfet d'école. Mais moi, je veux commencer quand même par un point assez curieux. Vous êtes ingénieur. Comment vous vous retrouvez dans l'éducation? Comment vous shiftez de l'ingénierat à la pédagogie? Très belle question. Merci beaucoup, Vanny. Alors, je suis ingénieur civil en informatique. J'ai fait Polytechnique à l'université de Kinshasa. Donc, effectivement, j'ai toujours rêvé de devenir ingénieur. Bill Gates, Steve Jobs, ce sont des noms qui, dans notre enfance, nous ont fait rêver. Et c'est avec cet objectif-là que je suis allée à l'université de Kinshasa. Et qu'est-ce qui m'a accueillie à l'université de Kinshasa? Une faculté où on avait beaucoup de problèmes d'enseignants. Donc, nous avons eu même une année blanche. Et je me rappelle qu'après 4 ans à l'Unikin, donc après la préparatoire et les 3 années de graduat, il fallait faire le stage. Et donc, j'ai fait un stage dans un hôpital où il y avait un ingénieur portugais qui était venu monter le système informatique. Donc, nous avons travaillé pendant 1 mois. Et moi, j'étais stagiaire et tout ça. À la fin du stage, il m'appelle et il me dit, écoute, je t'aime bien et donc j'hésitais de te dire quelque chose, mais je pense que je dois te le dire parce que si je ne te le dis pas, je pense que personne ne te le dira. Écoute, il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Beaucoup de choses. Et tu ne peux pas prétendre devenir une informaticienne avec toutes ces lacunes. Donc, je te donne 1 an pour apprendre. Il m'a fait une liste de 10 sujets que je devais apprendre. Ça allait des bases de données, en passant par Excel avancé, dans la programmation. Si dans 1 année, tu ne sais pas faire ces choses, change.
va faire sciences infirmières, va faire autre chose. Parce qu'en plus, il avait vu une très bonne école de sciences infirmières ici au Congo. Oui. Il disait, là-bas, au moins, tu serais une bonne infirmière. Mais informaticienne à ce rythme-là, non. Ça faisait 4 ans que j'étais à la faculté polytechnique, où en général, il y a de très bons élèves. On était studieux, on avait cours de 8h à 18h, j'étais toujours là. Et donc, on te dit ça après 4 ans, je suis restée éveillée toute cette nuit-là. Vraiment, ça a été un choc. Oui. Et je me rappelle que quelques jours après, j'ai fait les démarches pour aller à ce qu'on appelait avant le CD-Surc. C'était sur Willery. C'était un projet de l'agence universitaire francophone. Oui. Et il y avait la possibilité d'avoir des cours en ligne. Et c'est là que on va dire, je me suis formée, auto-formée. Et à la fin de mes études, je me suis dit, il faut que j'aille dans l'éducation. Pour au moins dire aux petits frères et sœurs qui sont en train d'arriver que s'ils ne se prennent pas en main, l'université risque d'être une expérience où l'on pourrait sortir sans toutes les compétences. Et donc, tout de suite, je suis devenue assistante à l'université de Lubumbashi, à la faculté polytechnique, et où je donnais des cours d'informatique. Si on va dire un peu ce moment-là clé, c'était avec le souci de dire à ceux qui venaient après que l'université pouvait être une expérience décevante s'ils ne se réveillaient pas. C'est comme ça que je me retrouve dans l'éducation. Et donc là, tout de suite, tu forges une mission. Comment tu décrirais ta mission en 3 mots-clés? Waouh! Ma mission en 3 mots-clés. On va dire... moi, d'abord, la première chose que je dirais, c'est notre pays est un grand pays. Et il demande de nous de la grandeur. Et cette grandeur-là, elle t'est insufflée, donnée quand on est petit. Donc, en fait, moi, ma mission, si je devrais la dire, ma mission, c'est d'ouvrir des horizons. Ma mission, c'est ouvrir les horizons. Ouvrir des horizons. Oui. Le pays est grand, il demande de nous de la grandeur. Et la grandeur, même dans les petites choses de tous les jours et tout ça. Donc moi, en fait, ma mission, c'est ça, c'est ouvrir des horizons. Ouvrir des horizons. Quel était ton rêve d'enfant? Alors, mon rêve d'enfant, c'était... d'être comme mon père, imaginez-vous. Il est informaticien. Ah oui? Oui. Okay. Et donc, l'idée, c'était de créer une grande compagnie informatique pour aider mon pays à aller de l'avant. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, l'idée que le pays devait aller très loin, le développer, et que l'informatique serait un moyen pour développer le pays, ça, en tout cas, je l'avais. Donc, il fallait créer une entreprise informatique. J'ai même fait une entreprise. Oui? Oui. Donc, quand je suis allée... toujours? Non, malheureusement. Donc, quand je suis allée à Lubumbashi, donc j'ai fait l'université de Lubumbashi, j'étais assistante. Et en même temps, j'avais une entreprise qui s'appelait PR-Tech. PR-Tech. Et donc, on offrait des services. C'est quoi PR-Tech? C'était Pebbles and Ripples Tech. Et donc, en fait, c'était cette pierre qu'on allait jeter dans le lac et après, ça allait faire une vague, une autre vague. Très beau nom. Et donc, c'est ça. C'était créer des vagues. Donc, c'était ça. Et donc, on donnait c'était de la formation dans le numérique, mais aussi on faisait des sites web. Et là, préfet. Alors, un préfet. Ah oui, ça. Alors, comment préfet? Donc, 2 ans comme assistante du prof Ilunga Mutombo à l'université de Lubumbashi. Et après, en fait, je me rends compte que les adolescents, ils arrivent à l'Unikin ou à l'Unilu, mais on est déjà un peu blasés. Est-ce qu'on va vraiment changer ce pays? On entre dans le moule, je vais avoir mon diplôme, après je vais faire l'argent. C'est fini. Donc, malheureusement, on avait des jeunes à l'université, mais qui n'avaient pas des rêves de changer la société. Enfin, je vais créer mon parcours, je vais aller de l'avant, j'aurai mes millions, je vais construire ma maison, et puis c'est fini. Et à cette époque-là, j'entre en contact avec le lycée Liziba, dans lequel je travaille. Et on va dire, je tombe amoureuse du projet éducatif. Parce qu'en plus, on commence plus tôt, le primaire et le secondaire, où les élèves encore croient que c'est possible de changer les choses. Et donc,
c'est possible à ce moment-là de faire beaucoup plus de choses. Les idéaux sont encore là. Il y a encore des élèves qui rêvent de créer des hôpitaux, de faire des orphelinats, de changer le Congo, la justice. Il y a encore beaucoup d'idéaux. Et donc, si à ces désirs-là, on appuie et on donne, on va dire, on booste les élèves qui peuvent aller plus loin. À l'université, déjà, c'est tard. C'est tard. C'est tard. Et donc, c'est à ce moment-là que je shift et je vais à l'école. Et bon, on m'aurait dit que je serais préfet il y a quelques années. Tu n'y parais jamais. Préfet. Mais vraiment, j'ai découvert ma mission. Donc, c'est vraiment l'éducation au niveau du primaire et du secondaire. Et donc là, comme je disais, ouvrir les horizons. Et quand on ouvre les horizons à un enfant de 8 ans, c'est une chose extraordinaire. Exactement. Et pour partager avec vous, il y a quelques mois, au mois de mars, une de nos élèves de première scientifique a fait un TED Talk. Il y a eu le TED Talk, il y a eu le TED Talk féminin. Il y avait eu plusieurs dames de cette ville qui étaient là. Au centre culturel. Au centre culturel. Et parmi elles, il y avait une élève, 14 ans. C'était mon élève. Wow. Et donc, moi, en voyant ça, je disais, waouh! Enfin, c'est ce que nous voulons faire. Donc, ouvrir ses horizons. Donc, une petite à 14 ans qui a partagé, on va dire, sa lutte pour grandir en confiance en soi, comment les parents, l'école l'ont aidé. Et donc, enfin, moi, vraiment, c'est ma mission qui s'accomplit. Donc, créer comme ça des Joyce par milliers dans tout le Congo, avec ça, notre pays redécolle. Et comment si vous devriez le faire, comment vous pourriez peindre le système éducatif congolais? Alors, le système éducatif congolais, nous avons beaucoup de problèmes dans le système éducatif congolais. Mais je pense que ça serait, on va dire, malhonnête de flageller le système éducatif congolais parce que, en tout cas, moi, je suis produit du système éducatif congolais. Bien sûr. Moi, j'ai fait ma maternelle au Congo, mon école primaire au Congo, mon école secondaire au Congo, mon université aussi au Congo. Donc, je suis, on va dire, 100% produit du système éducatif congolais. Donc, notre système éducatif congolais, avec les bons acteurs, donne de bons produits. Bien sûr. J'en suis la preuve. Bien sûr. Donc, nous avons beaucoup de problèmes, des problèmes d'accès, des problèmes de contenu, je suis d'accord. Mais un des problèmes cruciaux, enfin, un des problèmes cruciaux, à mon avis, c'est les enseignants. Le problème de notre système éducatif, c'est que l'acteur même de ce système-là, malheureusement, au fil des années, est devenu défaillant. Les professeurs, en tout cas, qui m'ont donné cours, les enseignants qui m'ont donné cours au primaire et au secondaire, la qualité de ces enseignants-là est devenue rare. Et ça, moi, je pense que c'est ça la plaie de notre système éducatif, les porteurs. On parle beaucoup de réformes. Il y a beaucoup de réformes qui se sont faites dans le pays. Et ça, c'est très louable. On construit des écoles. On a construit des écoles et ça, c'est bien. Il y a eu la gratuité. Donc, il y a eu plus d'enfants qui ont eu la possibilité d'aller à l'école. C'est une avancée. Très bien. Mais après, qui porte toutes ces réformes? Qui donne cours? Qui transmet? Qui ouvre les horizons, justement? L'enseignant. Et malheureusement, cet enseignant-là, son traitement a beaucoup baissé. Après, la qualité même des acteurs qui sont restés dans le système a aussi beaucoup diminué. C'est ça, on va dire. Moi, je vais dire, le gros problème, à mon avis, à moi, c'est les enseignants, la qualité des enseignants. Mais est-ce qu'à votre avis, cette qualité qui a baissé, c'est dû à la qualité déjà de la préparation de ces enseignants? Parce que peut-être que c'est le bagage qu'on leur donne qui n'est plus suffisant pour leur permettre de projeter ou de donner, ou c'est un problème aussi de motivation? Où se situerait le problème à ce niveau? Enfin, moi, je pense que le problème, il est complexe. Il est complexe. Donc, beaucoup d'experts pourraient parler de ce qui est arrivé au système éducatif. Alors, la chose, c'est d'abord, effectivement, la préparation de nos enseignants. Donc, de la même manière qu'on a des problèmes pour les enseignants au secondaire, au niveau universitaire aussi, on a eu des problèmes. De moins en moins, il y a eu des personnes portées à former. Donc aussi, nos enseignants se sont retrouvés dans plusieurs universités, à donner cours à des, on va dire, à des amphithéâtres bondés.
le suivi et la qualité a continué à diminuer, ça signifie qu'aussi la formation des enseignants, elle baisse. Les instituts supérieurs pédagogiques, enfin les instituts supérieurs pédagogiques ou l'université pédagogique nationale, malheureusement, enfin les enseignants qui sont formés, bon, en tout cas la qualité laisse un peu à désirer. Et après, on va dire, les meilleurs de ces différents instituts, universités pédagogiques ne veulent pas devenir enseignants. Oui, c'est ça. Qui veut devenir enseignant? De vous à moi, votre sœur arrive aujourd'hui à la maison, elle dit qu'elle veut devenir enseignant. Il y aurait une réunion familiale qui va se faire là-bas. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas mieux? C'est pas un métier de rêve. C'est pas un métier de rêve. Donc, ça fait que malheureusement, les acteurs qui maintenant y vont un peu par défaut. Et donc, ça fait qu'effectivement, on a des enseignants peu préparés et on a des enseignants peu motivés. Alors, moi, je vois vite qu'on dit oui, mais aussi le traitement donné aux enseignants fait que ça n'encourage pas. Je suis d'accord. Le traitement des enseignants devrait s'améliorer. Et il devrait y avoir des choses pour que le traitement donné aux enseignants soit meilleur. Mais comme moi, je dis toujours, si demain, Bani, rêvons, le ministre de l'Éducation avec le président, décision. À partir de demain, tous les enseignants au Congo ont $1 000 de salaire. Est-ce que demain, le système éducatif national change? J'ai mes doutes. C'est la question. J'ai mes doutes. Je ne sais pas si quelqu'un qui ne sait pas expliquer la règle des 3 simples aujourd'hui, demain arrive à mieux l'expliquer parce qu'il a mieux payé. Non. Donc, il y a ce travail à faire de formation des enseignants, de formation des acteurs. Les acteurs. Mais est-ce qu'il y a une récente victoire qui nous donnerait espoir? Est-ce qu'il y a une victoire ou quelque chose qui est arrivé récemment dans cet écosystème éducatif qui pourrait nous donner espoir que les choses vont peut-être changer? Alors, je ne sais pas s'il faut dire espoir à niveau national ou à niveau personnel. Alors, moi, j'ai eu beaucoup d'espoir parce que, par exemple, on va dire la ministre d'État actuelle, Madame Raissa Malou, qui a été dans le système éducatif depuis plusieurs années parce qu'elle organisait la semaine de la science. Donc, c'est une figure que nous connaissons bien. Bien sûr. La voir aux commandes nous a donné beaucoup d'espoir. Nous a donné beaucoup d'espoir. Bon, parce qu'elle est à nos côtés, elle est à l'écoute. Elle est entourée de personnes qui ont travaillé dans le secteur pendant plusieurs années. Et donc, bon, ça, il y a beaucoup d'espoir. Donc, ça, on va dire à niveau national, on voit qu'il y a des choses qui bougent et qui changent. Donc, ça nous a donné beaucoup d'espoir. Moi, à niveau personnel, moi, si je n'ai pas d'espoir, vraiment, je suis quelqu'un à bannir et à maudire. Parce que, vraiment, oui, parce que, bon, il y a cet événement. Moi, je viens d'être admise pour un master à l'université d'Harvard, pour un master d'1 an en éducation. Et j'y vais sous le haut patronage du peuple congolais. Waouh! Ouais. C'est très bien présenté, ça. Oui, non, mais vraiment, j'y vais sous le haut patronage du peuple congolais parce que mes études sont financées par le peuple congolais. Et donc, voir qu'il y a des personnes qui ont fait sortir de l'argent de leur poche en misant sur mon éducation pour qu'au retour, parce qu'ils attendent ça, c'est ce que j'ai promis, au retour, je compte faire une académie de formation continue pour les enseignants. Justement pour que les enseignants soient mieux outillés sur leur... non seulement sur la didactique, mais aussi sur tout ce côté inspirationnel, parce qu'en fait, l'enseignant est un leader. Et donc, moi, je l'ai présenté à ma communauté, au peuple congolais. C'était un défi. C'est $79 200 à obtenir, parce qu'avoir ça coûte cher. Les délais étaient courts, 25 jours. Et voir toute la communauté répondre par $1, ça a été le plus petit don que j'ai eu, $1, 2, 500, 1000, 5000, 8000. Wow. Et atteindre le montant en 25 jours pour l'éducation.
En tout cas, si on n'a pas d'espoir dans ce pays, moi, je sais pas. Ça veut dire qu'on a un problème. Faut changer la définition d'espoir. Oui, donc vraiment. Et donc, moi, ça m'encourage un peu parce qu'on se rend compte que tout le monde se rend compte qu'il y a un problème. Et les personnes, en tout cas, sont en train de chercher la solution. Et quand on leur propose une solution, sont prêts à accompagner. Moi, je suis émue, je suis reconnaissante, je suis pleine d'espoir. Enfin... Ah oui? Oui, il y a beaucoup de choses possibles. Vraiment, le Congo, le Congolais, c'est un peuple surprenant. Et ensemble, on est capable de choses extraordinaires. Moi. Et pourquoi les crowdfunding? Pourquoi avoir choisi cette méthode de réunir des fonds? Pourquoi ne pas être allé sur soit un prêt ou sur un sponsor unique? Okay. Alors, on va commencer par le prêt. Moi, mon idée, c'est d'aller et de revenir et de continuer dans l'enseignement. Bien sûr. Alors, on va être honnête, enfin, nos salaires en tant qu'enseignants, bon, c'est bien, ça nous aide à vivre, mais non pas des rêver aussi. C'est ça. Alors, l'unique chose, c'est que Harvard, ça coûte cher. Donc, si je devais prendre un prêt, en plus, prêt, j'allais aller chez les individus parce que je mets au défi toutes les banques présentes au Congo de me donner un prêt, même sur 10 ans. Et donc, revenir et payer ce prêt et continuer à vivre en étant dans l'enseignement, c'est pas garanti. C'était pas garanti. Donc, le prêt, déjà, c'était à mettre de côté. C'est sûr. Parce que je n'allais pas pouvoir rembourser, pouvoir vivre et travailler dans l'enseignement. Si après, mon objectif, c'était de travailler après dans une ONG internationale, d'avoir un super bon salaire, d'accord, oui, j'aurais pu le faire, mais j'aurais pas pu après faire tout ce que je souhaiterais faire pour la formation des enseignants. OK. Après, le sponsoring unique, j'ai eu une conversation au début avec quelqu'un qui était prêt à donner au moins le tiers et à trouver des amis qui auraient donné aussi. Mais l'unique chose, pendant la conversation, on voyait déjà que j'entrais dans le rêve d'une personne. Oui, parce que comme ça, quand tu reviens, on va faire ceci. Je me suis dit, ma chère, si ce monsieur te sponsorise, tu peux mettre un terme à tout ce que tu as envie de faire après. Tu vas entrer dans son projet à lui. Parce que lui, il a des vues et tout ça. Donc, j'ai dit merci beaucoup, je vais y penser, tout ça, mais je ne suis plus revenue. Alors, l'option qui est restée, pour ne pas avoir les mains attachées et pouvoir avoir cette liberté au retour, c'était de faire le crowdfunding. Et j'ai été encouragée parce qu'il y a quelques années, pour une enseignante malade, on avait fait un crowdfunding et qui avait bien réussi, quand même. À cela s'ajoute que depuis quelques années aussi, je suis je ne sais pas si on va l'appeler influenceur, mais bon, il a une chaîne YouTube, il s'appelle Gary V. Et en fait, lui, il part du postulat que nous avons la chance de vivre dans la meilleure période qui existe, l'ère de l'Internet. Et donc, lui, ce qu'il répète, c'est que Internet peut nous aider à atteindre tout ce que l'on veut. Il suffit de se lancer et de ne pas avoir peur du regard des autres. Et donc, moi, ça faisait 2 ans que Gary V me bassinait et tout ça. Ouais. Et donc, je me suis dit, voyons si Internet Internet, si vraiment il arrive à réaliser ses promesses. On se lance et on va voir. Et je n'avais rien à perdre. C'était 25 jours. Donc, si dans 25 jours, je n'ai pas l'argent, j'y vais pas. Si dans 25 jours, j'ai l'argent, j'y vais. Tu vais. Alors bon, lançons-nous. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée. Et là, tu nous as fait un vrai masterclass. C'est ce que moi, j'ai dit. Tu nous as fait un vrai masterclass de lever des fonds. Parce que moi, maintenant, je parle comme un entrepreneur. On se pose toujours la question, et je l'ai dit toujours, where is the money? Où se trouve l'argent? Et quand on pose la question aux entrepreneurs, généralement, quels sont les freins qui font qu'on n'avance pas, que les choses ne réussissent pas, qu'on n'est pas compétitif? On va toujours commencer par numéro 1, manque de fonds, manque de financement, manque de capital. Et toi, en 25 jours, tu as réussi à lever près de plus de 79 000 $ des gens.
Voilà, et moi, j'ai quand même des milliers de questions qui me viennent en tête parce que je veux tout savoir en un coup. Mais ce qui m'intéresse, parce qu'on apprend mieux des erreurs plutôt que des réussites, quelles sont les 3 erreurs que tu ne referais pas si tu devrais encore lever ces fonds et peut-être qui te permettrait de les lever en 15 jours? Alors, la première erreur que je ne referai pas, c'est de ne pas avoir voulu faire une vidéo dès le début. Donc ça, c'est vraiment une erreur. Donc si je devais le refaire dès le jour 1, j'aurais fait une vidéo. Parce que la vidéo en fin de fundraising a changé complètement la donne. Mais effectivement, faire un fundraising, c'était vraiment se mettre au devant de la scène, demander des sous. Alors, une vidéo et tout ça. Enfin, je suis plus à l'aise à l'écrit. J'écris beaucoup sur LinkedIn et tout ça. Donc ça, on va dire, c'est peut-être une des erreurs que je referai pas. Donc, je ferai la vidéo dès le début. La seconde erreur que je pense que je referai peut-être différemment, c'est de commencer avec une équipe vraiment dès le début, dès la minute 1. J'ai une très belle équipe dans le sens d'équipe d'ambassadeurs. Et ça, vraiment, je remercie toute cette équipe d'ambassadeurs, que ce soit mes frères, mes amis. C'était un groupe de 25 personnes qui, pendant 25 jours, tous les jours, ont mis sur leur statut, sur leur réseau social et tout ça. Mais peut-être qu'en ayant eu une équipe plus restreinte qui allait s'occuper des réseaux sociaux, qui allait s'occuper... peut-être les choses seraient allées beaucoup plus vite et mieux. Enfin, j'ai travaillé... Bon, maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'on peut être en train de travailler seul. Donc, le texte est corrigé et tout ça. Mais bon, j'aurais eu une équipe de 2 ou 3 un peu plus courte. Mais en fait, le temps était trop court. Exactement, le pour temps tout était constituer. trop court. Ça, c'est le deuxième. Il y a une troisième? Une troisième. Je ferais plus long. Plus long. C'est-à-dire 25 jours, c'était court. C'était quand même assez... Si j'avais 2 mois, je pense qu'on serait arrivé aux 200 000. J'aurais peut-être plus long, oui. Mais là, tu me piques quand tu dis ça. C'est pour ça que je reviens encore comme entrepreneur. C'est-à-dire que les entrepreneurs peuvent faire la même chose. Qu'est-ce que tu penses que les entrepreneurs ne font pas assez pour ne pas être capables de lever ces fonds à cette vitesse et à cette hauteur? Enfin, vraiment, les entrepreneurs vont m'excuser parce que je trouve que je ne suis pas légitime pour donner des leçons aux entrepreneurs. Je n'ai pas d'entreprise. Donc, tu es enseignante. Oui, je sais que vous êtes sur le terrain, la réalité est très différente et tout ça. Mais je trouve qu'en fait, les entrepreneurs restent très peu de temps dans le même... Enfin, très peu de temps dans la course. Vous arrivez vite et quelques années après, on n'entend plus parler de vous. Alors, quelquefois, c'est peut-être ça le problème. Oui, mais enfin, moi, je vais lui donner l'argent, mais est-ce que d'ici 1 an, il sera encore là? Parce que c'est vrai, on dit que j'ai fait le fundraising en 25 jours. Ça fait 7 ans que je suis dans l'éducation et je suis sur les réseaux sociaux depuis 7 ans. C'est vrai que j'ai une petite communauté. Moi, je n'ai pas 20 000 followers, je ne les ai pas. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, quand je parle d'éducation, on me croit un tout petit peu parce que j'y suis depuis... Oui, il y a une certaine consistance. Je parle de mon travail, de ce que je fais. Mon hashtag Invest in Teachers, ça ne s'est pas fait à 25 jours. J'en parle depuis des années. Donc ça, je pense que peut-être c'est ce qui pourrait manquer aux entrepreneurs, qui a ce crédit confiance que peut-être n'est pas là. Exactement. Dont moi j'ai joui. Après, les réseaux sociaux, je ne sais pas, mais bon, peut-être... Enfin, après, peut-être c'est une certaine politique. Il y a des gens peut-être qui parlent de leurs produits, mais que peut-être l'entrepreneur communique peu. Je ne sais pas. Peut-être qu'on ne prend pas toutes les promesses que pourraient offrir les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses qu'il y a un côté du storytelling? Parce que qu'est-ce qui fait que quelqu'un te donne ces $10? Est-ce que c'est parce qu'il croit en ton projet ou il croit en toi ou
il est emballé par une vision ou emballé par le fait de participer à une vision? Qu'est-ce que, selon toi, avec cette expérience, tu penses qui fait que quelqu'un donne son argent sans peut-être avoir besoin d'un retour sur investissement? C'est des termes d'entrepreneur. Parce que vraiment, moi, avec mon fundraising, je me suis dit que je ne levais pas des fonds, mais j'élevais une cause. Donc vraiment, ce que moi j'ai présenté, c'est pas je vais aller aux États-Unis, étudier dans une Ivy League et tout ça. Non, enfin, ce que j'ai présenté, c'est qu'on a des problèmes. On a des problèmes. Le pays a une guerre à l'Est, mais il y a une seconde guerre plus silencieuse et insidieuse qui sont dans nos écoles. Et si on mène pas ce combat, on va se réveiller un matin et on n'aura plus de pays. Parce qu'il y a une guerre qui se passe dans nos écoles. Pourquoi ce combat contre l'ignorance, on est en train de le perdre? Il y a le RSN, il y a un rapport qui est fait, il vient d'être fait il y a pas longtemps sur notre système éducatif national. Il y a un chiffre qui, moi, me fait perdre le sommeil, on va dire quelquefois, c'est nos élèves qui finissent la 6e primaire au Congo, 80% d'entre eux, 81% d'entre eux finissent sans les compétences de base en mathématiques. L'école primaire. L'école primaire. 6e primaire. 81%. 81%. Ce sont des chiffres qui existent, il y a des documents dessus. Nous sommes un pays majoritairement jeune. Et si nos enfants de 12-13 ans ne savent pas faire des mathématiques correctement, comment on s'en sort? Comment on développe ce pays? Mais pourquoi un enfant de 12 ans ne saurait pas ces mathématiques de base correctement? Pourquoi? Les enfants de 12 ans aiment aller en général à l'école, ils sont contents. En général, quelquefois, c'est parce qu'ils ont un enseignant qui ne sait pas transmettre ces mathématiques. Donc moi, le message avec lequel je venais, c'est « Chers amis, on a tous des problèmes, on se rend compte qu'on a un problème dans l'éducation. Moi, je viens avec la proposition dans une année de prendre de l'expertise, de pouvoir créer une académie et de résoudre le problème. Aidez-moi. Je ne vous demande pas de payer toute ma scolarité. Donnez-moi $10, $15 et en revenant, j'ai un curriculum pour les enseignants et j'assure leur formation continue. Et comme ça, le niveau éducatif de nos élèves monte. D'accord. Le porteur du projet compte beaucoup. Je suis consciente que je communiquais sur l'éducation. J'ai transmis quand même cette confiance-là. Je suis préfet d'école et tout ça. Et avec ça, ils m'ont donné. Alors, moi, imaginez si, moi, j'ai promis quelque chose en retour. Mais imaginez si un entrepreneur, lui, promet du retour en investissement monétaire. Mais je pense que les gens donneraient. Le taux d'intérêt dans une banque, maintenant, c'est quoi? C'est 3% et tout ça. Et donc, si un entrepreneur est capable de dire, tu me donnes, et d'ici quelques années, je te donne à 5%, les gens donneraient. Oui. Mais maintenant, c'est le capital confiance. Bien sûr. Mais, et en plus, moi, je vérifie quand même le GoFundMe. Il y a eu presque 150 donateurs. 150 donateurs, et là, c'est parce que les dons hors ligne, parce que sur le GoFundMe, j'allais mettre aussi les dons hors ligne, je groupais. Oui. Donc là, je suis en train de faire les comptes, j'ai eu 400 donateurs. 400. Alors, et les secrets ici, comme tu l'as dit, c'est souvent parce que les entrepreneurs, généralement, ils n'ont pas cette longévité et les gens, ils se disent, bon, voilà, on va contribuer dans quelque chose qui nous paraît bien, mais dont on n'est pas sûr pourra subsister ou persister dans les années. Comment tu comptes, et moi, je veux que nous, entrepreneurs aussi, on apprenne de ça, comment tu comptes prouver une certaine redevabilité? Comment est-ce que ces gens, comment tu comptes faire de ces fans, je veux dire, des ambassadeurs à long terme, soit de ta vision ou de toi en tant que personne?
Bon, moi, pour le moment, le secret, c'est d'abord dans la communication. C'est-à-dire, moi, ça fait 20 jours que je n'ai pas communiqué parce qu'il y avait toutes les démarches pour mon départ. Mais après, il faut que je tienne les personnes qui m'ont appuyé au courant de ce que je fais. Et donc, moi, la communication sur les réseaux sociaux devient un incontournable, un indispensable. C'est-à-dire, toutes mes études que je vais faire, toutes ces 400 personnes et même plus vont m'accompagner. Donc, il y a une newsletter que je vais créer. J'ai déjà une chaîne WhatsApp. J'ai un site web. Je suis sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook et sur TikTok. Et donc, au moins l'information, la communication, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je vais, ça, absolument, je dois garder une connexion avec les personnes qui m'ont accompagné. Et ça, c'est vraiment une chose que je leur promets et je devrais faire. À quel rythme? Bon, on va voir parce qu'il faudra aussi étudier. Mais au moins, là, une newsletter hebdomadaire, en faisant un petit résumé de ce qui se passe, ça je devrais. Et donc, en fait, c'est un peu de documenter le parcours. Et là, moi, je suis en train de penser actuellement à une jeune entrepreneur amie qui a une entreprise de jus, par exemple. C'est vrai, elle nous parle beaucoup de son jus. Mais quelquefois, je me dis, si elle nous parlait de son vécu, de pourquoi elle a fait, de comment elle a fait, où est-ce qu'elle va, de nous connecter plus que sa marque de jus, je pense qu'elle pourrait aller beaucoup plus loin. Bon, là, conseil exactement. comme ça de 2 minutes. La volée, mais en fait, c'est sur ça, d'ailleurs, moi, je me dis, c'est même la partie la plus importante de ce processus-là. Là, tu viens de parler du storytelling. C'est-à-dire qu'on ne vend pas dans le visage un peu, on ne jette pas dans le visage aux gens, voilà ce que je fais, ça coûte autant, et ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a une façon d'emballer les gens où ils se sentent à la fois, ils font partie de ton cursus ou de ton parcours. C'est quoi ton point de vue sur le storytelling et comment tu l'as utilisé, comment tu as usé de ces storytelling pour emballer plus de 400 personnes qui ont contribué? En fait, je ne sais pas si peut-être c'est un problème qu'on a dans la manière dont on a été éduqué ou dans nos croyances et tout ça. En général, ceux qui travaillent n'aiment pas parler. Les bosseurs n'aiment pas parler. Oui. Non, on veut que nos actions parlent à notre place. Parlent à notre place. Moi, non. Et moi, il y a quelques années aussi, moi, je préfère être là-bas, former les gens, former les enfants, mais on ne va pas parler de soi et de ce qu'on fait. Et je trouve que c'est quand même dommage, surtout dans un pays comme le nôtre où on est plusieurs à travailler pour le développement du pays, mais on est chacun dans son coin, isolé, en pensant que vraiment ce pays, vraiment, rien ne va changer. Alors, il est de notre devoir, vraiment, je parle à tous ceux qui aiment bosser, aux bosseurs et aux entrepreneurs, il y a aussi ce devoir d'inspiration, de montrer que c'est possible. Parce qu'on doit y croire. On doit y croire. Et c'est difficile, on est dans un pays difficile. Et ça encourage de voir que tel autre est aussi en train de se battre dans la même direction que moi. Et donc moi, par exemple, aujourd'hui, je trouve même providentiel que je n'ai pas eu la bourse complète. Vraiment, ce fundraising a été une expérience magnifique parce que j'ai découvert plusieurs personnes dans leur coin qui font des choses magnifiques, qui croient en l'avenir de ce pays, qui pensaient que vraiment, il n'y a plus rien à faire pour ce pays et qui se sont dit, ah oui, mais il est préoccupé par l'éducation, je l'aide. Et donc, j'ai eu des conversations magnifiques avec des acteurs de notre écosystème, dans des écoles, des propriétaires d'écoles, des personnes dans le ministère, des chefs d'entreprise qui m'ont accompagné. Et donc, cette cause commune a redonné espoir et aussi a créé à mon niveau comme un réseau d'excellence parce qu'il y a beaucoup de personnes excellentes. Mais s'il vous plaît, vous êtes cachés là. Et c'est dommage. Je pense que pour les gens qui aiment le Congo, sont tombés dans le narcissisme de « ouais, moi, j'ai fait ceci et tout ça ». Non, mais se dire, j'ai quand même un devoir de donner de l'espoir aux autres. Et donc, pour ça, vraiment, c'est vrai que ça me gêne, c'est vrai que j'aime pas beaucoup ça, mais je vais me mettre
un tout petit peu en lumière. Pas me mettre en lumière moi, mais mettre en lumière mes actions pour redonner espoir. C'est pour ça, Bani, que moi, j'accepte de venir dans ton podcast parce que pour rien au monde, j'aurais fait ça, j'aime pas parler et tout ça. Mais à un moment donné, notre pays, il y a encore beaucoup de bonnes personnes. Et c'est encore possible de faire beaucoup de bonnes choses. Et c'est important que ces personnes qui font le bien, s'il vous plaît, de temps en temps, sortez de votre tanière, parlez du travail que vous faites, inspirez les autres. On en a besoin. Exactement. On en a besoin. On en a besoin. Je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que je me dis ça serait un drame si on ratait cette conversation parce que je te l'ai dit tout de suite, moi, au-delà du côté éducationnel où tu es une inspiration, tu as aussi été pour moi une inspiration dans ce masterclass de lever des fonds en un temps record. Si tu devais refaire le même exercice avec ce que tu as appris maintenant pour l'avoir fait une fois avec réussite, avec succès, si tu devais refaire le même exercice pour les gens qui nous suivent et pour peut-être des entrepreneurs qui vont s'inspirer de ça pour tenter aussi le coup, comment est-ce que tu t'y prendrais? Je m'y prendrais 2 ans avant, mais bon, on peut commencer aujourd'hui. Non, mais je communiquerai d'abord avant de demander de l'argent. Communiquer sur les actions, sur la vision. Communiquer sur ce qu'on fait. Parce qu'en fait, et vous les entrepreneurs, les premiers, vous résolvez un problème. Parler du problème. Et donner aussi, on va dire, entre guillemets, quelquefois sans attendre en retour. Je m'explique. Si je reviens à mon amie qui vend du jus, en fait, elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on soit en bonne santé. Et c'est comme ça qu'elle fait du jus naturel. Et donc, plusieurs fois, elle devrait parler de la bonne santé. La bonne santé. Plutôt que de parler du produit jus. Du produit jus. Et donc, et là, elle nous parlerait de la bonne santé et tout ça, elle parlerait du jus. Et donc, bon, elle ferait partie de notre décor et c'est comme ça que naturellement, entre guillemets, qu'on achèterait le jus, qu'on penserait à son jus pour les anniversaires. Mais elle nous accompagnerait dans ça. Et c'est peut-être un peu ce côté-là qu'on ne voit pas du côté des entrepreneurs. Ils nous vendent leurs produits et tout ça, mais ils ne nous accompagnent pas. Alors qu'ils résolvent des problèmes. C'est-à-dire, je ne sais pas, celle qui vend ses beignets et tout ça, bon, enfin, aide à ce qu'on mange, agrémente nos fêtes et tout ça. Alors qu'elle nous accompagne aussi à ça dans la fête. Et après, elle nous parlera aussi de ses beignets et tout ça. Et donc, ça serait de prendre au sérieux les réseaux sociaux. 3 publications par jour. C'est un gros défi, mais c'est le secret pour... 3 publications par jour. Et donc, le jour où je pense aux beignets, je pense à telle qui vend ces beignets-là. Tout à fait. Mais parce qu'elle m'a accompagnée, parce qu'un jour, elle a parlé de la pâte, parce qu'un jour, elle a parlé des féculents, parce qu'un jour, elle a parlé, et bon, après, un jour, elle a parlé de ses beignets aussi, mais qu'elle m'a accompagnée. Et donc, peut-être que les entrepreneurs ne sont pas très présents, on va dire, dans nos vies. Et donc, en étant très présent dans la vie des gens, le jour où, effectivement, tu m'as accompagné tout le temps, tu m'as donné des conseils sur le sport et tout ça, et que tu me vends des baskets, mais bien sûr que j'achète tes baskets parce que tu m'as beaucoup aidé, tu m'as donné des conseils sur le sport et tout ça. Donc, oui, bien sûr que je t'achète tes baskets. Donc, pour résumer ce que tu dis, il ne faut pas lever les fonds. On ne lève pas les fonds c'est pas quand on a envie de les lever, on les lève déjà avant, en préparant déjà le terrain. Il y a un processus de communication à faire. Il y a être dans sa communauté, montrer que réellement, on se préoccupe du problème des gens. Pas de son lit, pas de son argent, de ta poche. Ton problème me préoccupe. Ton problème me préoccupe. Les cheveux des femmes me préoccupent. C'est pour ça que j'ai parlé des pellicules, j'ai parlé des défrisants. Parce que vraiment, les cheveux des femmes me préoccupent. Après, j'ai parlé de mon salon de coiffure. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours montré qu'en fait, il y a un problème qui me préoccupe et moi, je veux trouver des solutions. Et c'est comme ça qu'après, je viens effectivement dans ton salon parce qu'effectivement, tu as fait de mon problème ton problème. Et j'achète ton produit. Et ça, je pense que c'est ce qui manque.
Et là, moi, en pensant à ça, je pense à ma coiffeuse hein, qui n'utilise pas les réseaux sociaux, mais qui est magnifique. Et moi, si cette dame parlait tous les jours de cheveux, elle aurait la queue des gens oui. qui se pousseraient à sa porte. Donc, moi, refaire différemment, ça serait communiquer un peu plus, ce que je vais commencer maintenant. Donc, je vais commencer maintenant, je vais parler de l'académie, de ce que je vais faire et tout ça. Et j'espère qu'en revenant, j'aurai aussi du ciment pour construire cette académie. Je vais y revenir tout de suite après, mais peut-être une dernière chose sur ce point-là du crowdfunding, c'est aussi peut-être une transparence financière aussi. Il y a ce côté dans cette transparence financière qui entre en jeu, où je sais que je vais donner de l'argent, mais est-ce que ça va pas servir à s'acheter un terrain ou s'acheter un véhicule? Donc, il y a aussi des entrepreneurs aussi où peut-être qu'il y a ce manque de confiance qui vont utiliser l'argent pour ce pourquoi ils ont dit. Comment tu as fait pour assurer cette transparence financière? Bon, alors effectivement, donc le crowdfunding se commence avant. C'est-à-dire, et je pense que vous, les entrepreneurs, parfois, vous parlez du love money. Exactement. Jamais on commence un crowdfunding avec $0. Exact. Donc, j'ai levé des fonds avant de le commencer. Donc, et mon premier fonds a été d'une ancienne élève, imaginez-vous. Et je lui ai dit, je pense que je vais demander aux gens. Et le lendemain, je suis rentrée à la maison. Elle était passée avant, elle avait laissé $50. Wow. Une ancienne élève à toi. Une ancienne élève. Elle est aujourd'hui étudiante maintenant et tout ça. Elle m'avait donné. C'est le premier don de ce crowdfunding. Et donc, évidemment, j'ai tout de suite fait un site web où j'ai donné le budget. Après, la lettre que Harvard m'avait envoyée, je l'ai aussi mise. Là, il y a un petit épisode assez drôle. Je ne sais pas si, Bani, tu permets que je raconte. Oui. Je mets sur Twitter et après, il y a quelqu'un qui vient et dit « Grok, est-ce que cette information est vraie? » Et Grok répond « Non, ce n'est pas vrai parce qu'en général, Harvard finance totalement et ça m'étonnerait que ce soit vrai. » Grok, c'est l'intelligence artificielle de Twitter. Et donc, moi, heureusement, tout de suite, j'arrive et je dis, Grok, tu ne vas pas m'abîmer les affaires comme ça. J'ai été admise, regarde ma lettre et tout ça. Et tout ça, il répond, oh, mais félicitations d'avoir été admise et tout ça. Donc, ça va, ça, c'est la parenthèse. Ouais. Mais bon, tout de suite, je fais un site web. Je mets la lettre d'admission, je mets le budget. Et tous les jours, pendant ces 25 jours, il y a un suivi de comment va le crowdfunding. Il y avait un thermomètre qui montait et tout ça. Et après, je promets, je suis un peu en retard, mais je promets de faire un rapport complet du montant global, combien est venu par Airtel Money, combien est venu et tout ça. Et donc, il y a un peu cette transparence et la communication. Et bon, après, je remercie quand même de la tribu, on va dire, que j'avais autour. C'est-à-dire, il n'y avait pas que moi qui parlais de ça. Parce qu'aussi, ce qui est vrai, c'est que quelquefois, les entrepreneurs, il n'y a qu'eux qui parlent de leur entreprise. Très bien. Aucun client, aucun témoignage de client. Donc, il n'y a que lui. Donc, son poste, enfin, son LinkedIn à lui, le LinkedIn de son entreprise, et c'est fini. Alors, moi, il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient témoigner. Bon, d'abord, je suis préfet d'école, donc enfin, l'école existe. Voilà. Il y a des élèves, il y a des parents d'élèves. Après, il y a des anciennes élèves, il y a des personnes avec qui, j'ai interchangé. Et mine de rien, il y a eu beaucoup de communautés professionnelles dans lesquelles je suis. Et donc, ils pouvaient relayer le message. Donc, en étant étudiante, on a créé une revue universitaire de filles par les filles. Donc, elle aussi était un relais. J'ai été dans le Google Developer Groups. Donc, les membres de là me connaissaient. Je suis ingénieur civil et donc il y a l'ONICIV. Donc, il y avait des gens là-bas qui me connaissaient. Je suis dans le Project Management Institute, PMI. Donc, entre guillemets, le message était relayé par beaucoup d'autres et donc ça donnait aussi de la confiance. C'est pas une personne qui sortait de nulle part et commençait à raconter des histoires. Donc ça aussi peut-être
l'entrepreneur de voir un peu si ils peuvent s'entourer, que ce soit d'anciens clients ou de partenaires et tout ça, pour que le message ne soit pas porté que par eux-mêmes. Et ça, comment tu vois, tu verrais ça? Est-ce que ce soit un entrepreneur qui les demande, comme est-ce que toi tu l'as demandé, ou c'est laisser un peu cette vague emporter les gens qui se sentent appelés à cette mission? Je ne sais pas si je dois le dire comme ça, Bani, mais apprenons aussi à faire les choses gratuitement. Pour rien. Parce qu'on le reçoit en retour à un moment donné. Pour rien. Très bien. Enfin, Bani, je viens aujourd'hui, je parle dans ton... Je te demande pas que tu me payes. Exactement. Tu me demandes pas que je te paye. Et bon, j'espère qu'un jour ce podcast, tu deviens millionnaire et que tu finances l'école. C'est possible. Tu vois. Et donc, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, qui ont parlé de mon fundraising parce que bon, un jour pendant les vacances, on est allé peindre l'école avec d'autres élèves. D'autres, on avait fait un don de livres. D'autres, enfin, mon ange gardien pendant ce fundraising, Christella, il fallait que je parle d'elle parce que vraiment, elle a été mon ange gardien. Ouais. Christella, on s'est connue parce qu'elle s'occupe d'enfants de militaires et des veuves de militaires. Et on a fait connaissance un jour parce qu'il y a eu un camp qui a brûlé. Elle a fait un appel comme ça de dons parce qu'il y avait des maisons brûlées et tout ça. Et donc, à l'époque, avec quelques élèves et tout ça, on a fait un paquet et on allait le déposer au camp. Fini, ça fait peut-être 3-4 ans. C'était pendant la Covid. Bon, Christella, le bruit qu'elle a fait autour de mon fundraising a été une chose incroyable. Enfin, on croyait qu'elle était payée pour ça. On croyait qu'elle était payée pour ça. Mais rien. Donc, il y a beaucoup de choses données à nos communautés, donner des conférences. Rien, gratuitement. Bon, j'ai parlé de la ministre Raissa Malou. Bon. Moi, je suis une fan de la Semaine de la Science pendant plusieurs années. On est animateur là-bas et tout ça. Le jour où j'ai demandé une lettre de recommandation pour l'université à Excellence, elle a fait sans aucun problème. Ah, ça, c'est bien, ça. Sans aucun problème. Mais bon, s'engager, parfois, des choses qu'on peut penser que c'est peut-être une perte de temps, d'argent, ça nous revient un jour ou l'autre. De façon exponentielle. Oui. Ça, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous parle. Et moi, je pense que même si on s'est limité ici, je pense qu'on s'est réparti avec le trophée. Mais je ne veux pas me limiter ici parce que tu as une vision et une vision qui pourrait changer à la fois ce pays, mais aussi changer des millions de vies. C'est cette académie. Parmi tes visions, parce que j'ai vu, tu as pas mal de visions, mais il y a une vision qui m'a fixé un peu. C'est l'Académie nationale des enseignants. Parlez-nous un peu de cette vision. Bon, alors ça, c'est aussi une de mes opinions et tout ça. Bon, moi, je pense qu'un de nos problèmes, c'est parce que nos enseignants n'ont plus la place qu'ils devraient avoir dans ce pays. Quand nos enseignants vont se lever, notre pays, on redevient sur les rails. L'enseignant est un leader. Nous sommes devenus tout ce que nous sommes parce qu'il y a quelqu'un dans notre parcours enseignant qui nous a encouragés, qui nous a inspirés, qui nous a donné de l'espoir. Le problème actuellement, c'est que nos enseignants ont perdu espoir. Et si nos enseignants ont perdu espoir, plus aucun enfant de ce pays n'aura de l'espoir. Nous passons plus de temps à l'école avec nos enfants que vous, parents, à la maison. Vous perdez du temps dans les embouteillages, vous arrivez, les enfants dorment déjà et tout ça. Et donc, c'est nous, les enseignants, qui sommes avec les enfants. Alors, imaginez-vous passer tellement de temps à l'école avec quelqu'un qui n'a plus d'espoir. L'Académie vient résoudre ce problème. Rappeler aux enseignants qu'ils sont. Et donc, c'est effectivement donné du côté didactique un peu, mais le rôle de l'Académie n'est pas de remplacer l'UPEN et l'ISP. Nous espérons vraiment que dans quelques années, l'UPEN et l'ISP vont reprendre leur titre de noblesse pour former les enseignants de ce pays. Mais c'est venir pour la formation continue, donner ce côté plutôt leadership, éducation financière aussi,
le goût d'apprendre à apprendre et surtout ouvrir les horizons. Les enseignants peuvent résoudre leurs problèmes en travaillant plus en équipe, en étant dans le réseau et tout ça. On espère vraiment, l'idée un jour, c'est de rêver que l'État puisse résoudre ce problème. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Asina va avoir des revient avec... Il revient et crée cette académie. On va commencer par un pilote à Kinshasa. Après, on va former les formateurs. On va aller dans les villes. Après, Lubumbashi, les grandes villes et tout ça. Mais après, c'est de créer pour pouvoir aller dans les 145 territoires. Et donc, on nous a aidé et de former là-bas. Bien sûr. Et donc, l'idée, en tout cas, en 2029, c'est d'espérer avoir touché 100 enseignants dans les 140, donc 14 500 enseignants formés en 2029. En 2029. Grâce à l'académie. Et comment, quand tu mesurais l'impact de cette académie sur les enseignants et sur les élèves? Alors, donc d'abord, il faudra... Si je vais étudier, c'est aussi pour une raison, parce qu'il y a encore beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas toutes les réponses. Donc d'abord, c'est le nombre d'enseignants qui aura formé, leur satisfaction par rapport à la formation reçue dans l'académie. Mais après, c'est faire un test aux enfants à un instant T et après, l'impact, le mesurer avec l'amélioration de l'apprentissage des enfants à l'école. Quels seront les outils? Comment on va le faire? C'est pour ça que je vais quand même un peu étudier. Bien sûr, oui. Bien sûr. Et venant du monde tech, je vois que tu as aussi un penchant digital et tu parles également d'une plateforme digitale qui pourrait être de développement, qui pourrait être mis en place. Oui, parce qu'en fait, il faudra, c'est-à-dire, tout ne va pas pouvoir se faire en présentiel. Parce qu'à un moment donné, bon, non seulement dans cette ville de Kinshasa, imaginez-vous si je mets l'académie à Mbudi ou à Gombe, bon, il y aura des problèmes. Exactement. Donc, il y aura ce côté présentiel, que ça, c'est clair qu'il faut l'avoir. Mais après, mettre cette plateforme-là, on va dire, pour avoir du contenu numérique dedans. Pour qu'après, les profs puissent aller non seulement se former avec les ressources qu'il y aura là-bas, mais aussi pouvoir partager entre eux. Parce que ce qui est vrai aussi, les enseignants aussi ont besoin de s'appuyer les uns les autres. Parce que sinon, on est tous chacun dans son coin, en train de se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Et donc, qu'un enseignant leader de Gemena qui se met en contact avec un autre enseignant leader de Lubumbashi et tout ça, ça donne aussi de l'espoir d'avancer, de faire des choses en commun. Qui dit, je ne sais pas, un salon de l'éducation avec les enseignants du Congo et tout ça. Il y a beaucoup de choses que la technologie rend possible de faire. Et après, il y a quand même beaucoup de ressources qui sont sur Internet, beaucoup. Et ça, pas seulement du Congo, du monde entier. Donc, ouvrir la porte de l'Internet à tous les enseignants serait incroyable. Exactement. Tous ces défis, que ce soit après toutes les opportunités qu'offre par exemple l'intelligence artificielle, le mettre au service des enseignants, ça serait incroyable. Donc le numérique reste quand même un outil incroyable. Ça serait encore une longue parenthèse à ouvrir. Nous, pendant la Covid, nous sommes une école congolaise, mais WhatsApp a permis qu'on puisse finir l'école. Oui, enfin, on l'a pas fini... comme on l'aurait aimé, mais au moins, il y a une continuité pédagogique grâce à WhatsApp. Donc, le numérique reste un outil incontournable pour l'enseignant. Et donc, ça aussi, c'est un peu ce côté-là qu'on aimerait aussi emmener à l'académie. Bien sûr, bien sûr. Et on espère vraiment, parce que ça, c'est une vision qui, si elle se matérialise, elle va vraiment changer, comme je l'ai dit, des millions de vies et changer tout un trajectoire un peu éducationnel de tout un pays. Et moi, je me dis que des telles initiatives ont de la force quand elles sont multiplicatrices. Ça veut dire que c'est des initiatives qui sont en parallèle avec d'autres initiatives. Et cela passerait également par plusieurs autres visionnaires qui ont des chances d'aller étudier aussi dans des institutions assez réputées comme ça. Et ça m'amène à réfléchir à un réseau, parce que je me dis, il y a sûrement un réseau des alumni, un réseau des anciens d'Harvard, congolais. Et quand on parle d'Harvard, on peut parler de beaucoup d'autres universités, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique.
Qu'est-ce que tu dirais de ces réseaux? Est-ce que ces réseaux d'abord existent ou s'ils n'existaient pas, est-ce que tu penses qu'on devrait constituer des réseaux d'anciens des grandes universités pour créer cette pulsion et amener d'autres Congolais à avoir d'autres opportunités à aller étudier ailleurs? Alors, ce réseau existe, mais moi, j'ai fait la connaissance, on va dire, pendant le fundraising. Mais avant, quand j'étais en train de faire les démarches et tout ça, bon, je n'en avais pas entendu parler. Je pense qu'il faudrait faire un réseau comme ça. Et comme moi, je vais à Harvard, c'est pas parce que, bon, j'ai mon petit rêve américain, après je reviens. L'idée, c'est vraiment effectivement de créer, on va dire, comme une chaîne pour que les meilleurs d'entre nous puissent aller se former et reviennent pour construire le Congo. Donc moi, mon message n'est pas que oui, alors allons tous aller étudier aux États-Unis et allons dépenser tout cet argent des universités. Non, c'est d'aller prendre les compétences pour que nos universités, après, se mettent aussi à former la jeunesse congolaise et le développement des écoles. Donc moi, effectivement, l'objectif, c'est de créer le réseau. Et c'est comme ça que je me suis permise de faire même un fundraising pour, après, partager, on va dire, l'expérience. Comment je me suis inscrite, comment j'ai fait. Et tout ça, je suis en train de faire un guide de procédure que je vais partager dans quelques mois, tout. Enfin, le TOEF, la lettre de recommandation, ma lettre de motivation, comment j'ai fait. Je vais tout partager. Mon année à Harvard, comment ça va se faire, comment je vais... Tout. Pourquoi? Pour qu'on soit plus nombreux. Parce que quand la masse critique devient beaucoup plus grande, on est beaucoup plus nombreux et on peut faire avancer les choses. Donc, je pense qu'il faut qu'on finisse un peu ce mythe de « je suis le seul et la première de mon village à avoir des records ». Non. On doit être beaucoup plus nombreux. Et vraiment, seul, on va vite, c'est vrai, mais ensemble, on va loin. Très bien. Et comme tu l'as dit, ça veut dire que tu vas partager des informations pour que les gens puissent avoir accès à ces informations et leur permettre de prendre des bonnes décisions. Mais est-ce que tu penses que ces informations n'existaient pas ou on commence aussi à avoir un déficit aussi des recherches? Est-ce que tu as l'impression que les gens ils ne vont pas aussi beaucoup chercher? Parce que des opportunités, il y en a, mais voilà, est-ce qu'il faudrait aller le chercher ou ils ne sont pas là? Alors, la chose, c'est qu'effectivement, il y a une chose un peu qui nous dessert, c'est il y a plus d'opportunités dans le monde anglophone. OK. Et donc, ça, effectivement, c'est un message. Les amis, on va devoir apprendre à parler anglais. On doit faire un effort pour parler anglais. Alors moi, je ne suis pas adepte de ceux qui disent qu'il faut qu'on mette le français de côté. On va parler anglais, on va parler aussi français. Parce que quand on est dans le monde anglophone et qu'on sait parler français et anglais, c'est aussi une valeur ajoutée. Donc, mais parlons anglais. Alors, que ceux qui ont l'information commencent à la partager. C'est sûr. Parce que ce qui est peut-être aussi vrai, c'est que on n'a peut-être pas trop la culture de donner l'information, de partager. Moi, j'ai en tout cas vu comment nos frères nigérians, kenyans, ghanéens partagent l'information. En tout cas, il y avait des webinaires toutes les semaines où on te disait comment il faut s'inscrire dans une Ivy League, comment il faut... Et donc, ça, c'est par des anciens Nigérians qui sont passés par là et qui donnent. Et donc, moi, en fait, l'idée aussi, c'est un peu de commencer, on va dire, le mouvement. Donc, moi, en tout cas, sur mes pages, vous aurez l'info, on va la donner et soyons nombreux à partager l'information. Plus on a d'opportunités, mieux c'est pour le Congo. C'est le Congo qui gagne. Bien sûr. C'est vraiment le Congo qui gagne. Bien sûr. Et ça, c'est un investissement. Déjà, à la fois, chercher l'information, c'est un investissement. Apprendre l'anglais, c'est un investissement. Ça veut dire que on ne peut pas avoir les bonnes choses si on n'investit pas. À ton avis, quel serait le meilleur investissement pour quelqu'un qui a $100? Oh, wow! Le bon investissement pour quelqu'un qui a $100, c'est de commencer une affaire qui va lui rapporter $100 autres. Pas acheter un livre qui lui donnerait une connaissance et de doubler. Aussi. Mais aussi, ça serait aussi, alors un bon investissement aussi, ça serait aussi d'être aussi, on va dire, dans un bon réseau. Très bien. Parce que peut-être le livre, on te le prête. Exact. Très bien. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut investir, ça c'est clair. Et en parlant d'investissement, Bani, une chose peut-être aussi que ça, je n'ai pas dit, c'est
Moi, avant de commencer le fundraising, j'ai investi dans un coach. Wow. Oui. Et alors, à quoi allait m'aider le coach? Les amis, enfin. J'allais chercher 80 000 $ sur Internet au Congo. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur Twitter et sur Facebook. C'est pas qu'on dit beaucoup de compliments sur ces plateformes-là. Alors, il faut la préparation mentale, psychologique pour aller faire ça. Donc, effectivement, ce qui est vrai, c'est que j'ai investi. Et le coach, là, m'a balancé dans tous les sens pour voir si j'étais à même de supporter ce que j'allais recevoir sur les réseaux sociaux. Merci Fleurvie. Donc, ça j'en profite pour le remercier. Mais ça a été très bien. Donc, ça a été un bon investissement. Donc, effectivement, investir pour avoir de la formation, mais il y a beaucoup de formations aussi qui peuvent se trouver gratuitement. Mais ce qui est vrai aussi, c'est aussi d'investir pour aussi augmenter le capital. C'est trouver le bon équilibre. C'est trouver le bon équilibre. C'est trouver le bon équilibre. OK. Le réseau, indispensable. Oui. Indispensable. L'anglais, indispensable. Mais augmenter son capital, indispensable aussi. Parce que passer sa vie aussi à être dans le networking... Bien sûr. Exactement. Mais aussi, passer sa vie uniquement à augmenter son argent sans redonner un tout petit peu à la communauté, augmenter son réseau non plus aussi. Donc, trouver le bon équilibre. OK. Et qu'est-ce que tu dirais pour déboulonner un mythe du crowdfunding? Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de mythes autour du crowdfunding. Beaucoup de gens peut-être ne s'y lancent pas parce qu'ils ont des mythes qui les bloquent. Quel mythe tu déboulonnerais pour quelqu'un qui veut faire du crowdfunding? Le crowdfunding, c'est pour les pauvres. Très bien. Donc, quand tu commences à demander l'argent là-bas, tu salis le nom de la famille, Tozobi Maba pauvre, et je sais pas quoi. En tout cas, moi, le crowdfunding, c'était pas lever des fonds, c'était élever une cause. Je vous ai dit, j'aurais pu avoir 3 ou 4 personnes qui m'auraient donné de l'argent. Et bon, après, j'aurais fait mon rêve américain, je serais revenu et tout ça. Je trouve que ça a été providentiel d'avoir eu ce crowdfunding parce que ça a été aussi découvrir beaucoup de gens magnifiques dans ce réseau-là. Et je suis vraiment désolée. Moi, je ne me considère pas pauvre. Enfin, on a un défi important. C'est l'éducation du pays. Notre pays va nous partir des mains si on continue à ne pas nous former. L'avenir, c'est dans nos écoles. Et tout le monde doit y participer. Donc, moi, quand je vais dans ce crowdfunding-là, c'est convaincu que je te fais même un honneur de participer à un combat pour le pays. Donc, j'ai pas l'impression ici de venir demander, on va dire l'aumône et tout ça. Non, non. On a un pays à construire. Donc, s'il te plaît, viens avec moi et tout ça. Donc, sur la patte. Mais ça, je pense aussi, c'est un grand travail un travail sur soi, de confiance en soi et d'estime de soi. Donc, je pense qu'on est encore très freiné par le regard des autres. Par le regard des autres. Et donc ça, bon, je remercie mes parents, la famille, les personnes autour de moi qui ont toujours créé, on va dire, ce cadre bienveillant. Mais bon, je remercie quand même aussi Gary Vee, que j'ai écouté, que je connais pas, hein, mais que j'ai écouté pendant longtemps, qui a dit, écoute, enfin, arrêtons de nous arrêter pour le regard des autres. Ouais. Tel pense que je suis pauvre. Ben, bon. Qu'est-ce que ça me fait? Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Moi, dans 2 mois, j'irai à Harvard, je vais me former, je vais revenir ici redonner aux enseignants. Bon, tu m'as mis dans la case de pauvre. Ça... Très bien, on peut revoir en juillet, c'est tout. Je m'y plais, quoi. Je m'y plais, c'est fini. Mais enfin, le regard des autres, Voama, Mopao, pauvre, et je sais pas quoi, de ne pas nous laisser enfermer dans ça. Et donc ça, c'est vraiment un gros travail qu'il y a à faire sur soi. Et les Anglais, ils disent « being unapologetic ». C'est-à-dire, ce n'est pas demander pardon pour une faute que je n'ai pas commise. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même eu des expériences assez choquantes pendant cette période. Est-ce que tu peux nous partager quelques expériences peut-être amères ou un peu choquantes? Moi, je remercie maintenant ces gens parce qu'en fait, leur avis négatif m'a permis de revenir et de me dire est-ce que ça en vaut la peine. Et je suis aussi contente que ces expériences négatives ont été au tout début. Au tout début. Moi, il y a une personne qui m'a dit est-ce que si je dois reformuler votre demande,
est-ce que vous êtes en train de me demander de me réveiller tous les matins pour aller travailler pour vous? Non, monsieur. Je n'aurais pas ce toupet de vous demander de travailler pour moi. Je vous demande en fait de vous impliquer pour l'éducation au Congo. Ah, j'ai pas les moyens. Ah, merci beaucoup. La deuxième chose choquante, ça a été, mais vraiment, est-ce que tu n'aurais pas pu faire ça en ligne? Est-ce que tu as vu le pays dans lequel nous sommes? Parce qu'en plus, j'ai commencé le crowdfunding le lendemain des inondations. Et donc, vraiment, Assina, tu as vu le pays dans lequel on est dans des besoins primaires et toi, tu t'emmènes avec... Mais vraiment, est-ce que tu réfléchis un peu? Dans la meilleure université au monde. Va dans des universités de $4 000 et tout ça, et tout ça. Bon, OK, bon, vraiment, enfin, je vais pour vraiment... non, première chose d'abord, c'est que c'est pas comme si mon rêve, c'était aller à Harvard. C'est que c'est l'université qui m'a accepté. Oui. Il y en a beaucoup qui ont dit non. Enfin, tu commences pas le matin à te réveiller en disant je vais aller étudier à Harvard. Imaginez-vous, non. Enfin, j'ai commencé avec des universités là, de Londres, des petites choses, mais ils m'ont pas accepté. L'université vraiment qui m'a accepté, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est Harvard. Alors, Harvard m'a donné 20% de la bourse. Ils ont dit cherche le reste. Le problème, c'est que je suis d'accord, c'est cher. C'est trop cher. Moi, si je le fais, c'est vraiment parce que je dis ça ne va pas me profiter seulement à moi et ça va profiter à beaucoup d'autres. Bien sûr. Et c'est comme ça que j'y vais, prendre auprès des experts et revenir et le donner aux autres. Je pense que c'est, on va dire, les deux expériences comme ça qui ont été assez choquantes. Surtout que ce sont des personnes venant de personnes que tu admires. Les choses qui nous choquent, c'est quand ce sont vraiment des personnes que tu admires qui te disent ça. Alors, c'est vraiment... Mais bon, mais après, ça m'a quand même aidé parce que ça m'a confirmé et tout. Alors, mais bon, il faut quand même aussi parler d'expériences positives parce que quand Harvard m'a dit qu'il fallait chercher le reste et que c'était 79 200, j'ai appelé un préfet d'école qui a été, on va dire, une de mes meilleures rencontres professionnelles. Il est dans une école du côté de Brikine, là-bas et tout ça. On ne touche pas des milliers de dollars. Hein. Nous, on est enseignants, donc on a des petites... Mais je l'ai appelé lui pour lui demander un peu son avis en disant Monsieur Gloire, je dois me mettre à chercher 79 200. Et je me rappelle qu'il a répété 79 200. Waouh, Madame Assina, c'est beaucoup d'argent. J'ai dit oui, c'est vrai, c'est beaucoup d'argent. S'il vous plaît, madame, allez-y. Foncez pour nous. Et moi, je vais contribuer. Vous aurez ma contribution. Dès que M. Gloire m'a donné sa bénédiction, enseignant et tout ça... Toutes les portes, là, je peux kicker. Je peux aller. Et vraiment, hein, je partage avec eux, beaucoup de promoteurs d'école. Les enseignants de mon école aussi ont contribué et tout ça. Donc, vraiment, c'est aller avec le sentiment d'avoir cette mission, d'aller, pas pour moi, mais pour les autres. Et pour venir relever. Et c'est comme ça que je me suis permis de faire le crowdfunding. Et je pense que c'est aussi croire en cette mission, croire en cette vision qu'on arrive aussi à transmettre, qu'on nous croit. Parce que si effectivement, on va un peu hésitant et tout ça, on le communique aussi et les personnes n'y croient pas. Bien sûr. Et moi, je pense que c'est là que l'histoire devient encore plus inspirante parce que ça ne se limite pas qu'aux entrepreneurs. Il y a aux étudiants ou aux élèves qui ont vu aussi comment est-ce que tout s'est déballé devant leurs yeux jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Mais il y a aussi une inspiration, peut-être pour des gens que je pense devraient aussi être inspirés par des gens qui se lancent eux-mêmes, c'est des décideurs. Parce que pour certaines choses, on les fait parce que si tu dois aller étudier ailleurs, c'est parce qu'aussi peut-être qu'on n'est pas encore capable aussi de mettre en place une éducation locale qui égale les éducations qu'on va chercher à l'extérieur. Est-ce que tu peux avoir un dernier mot à dire à ces trois classes de personnes? Je vois ici des entrepreneurs qui ont été inspirés, moi en particulier, par cette démarche qui n'est pas anodine. C'est une démarche plutôt souvent même entamée par des entrepreneurs pour aller chercher des fonds et créer une start-up. Mais ça a été quand même une vision de quelque chose d'abstrait, mais une vision qui a été peinte de façon à ce que les gens voient ça
comme si elle existait. Donc, nous, les entrepreneurs, il y a beaucoup qu'on peut apprendre de toi. Qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs avant que je te passe la deuxième classe? Que les entrepreneurs montrent qu'ils ont vraiment un souci pour nos problèmes. Et ça, la manière de nous le montrer, c'est de communiquer. Vraiment, et ça, je vais paraphraser simplement Gary Vee parce que c'est de lui que j'ai appris. Nous sommes en train de vivre dans la meilleure époque. C'est ce boom d'Internet, d'intelligence artificielle. Surfez sur cette vague-là. L'argent que vous cherchez est sur Internet. Cherchez-le là-bas, vous l'aurez. Oui. Mais l'unique chose, soyez constant, montrez que vous vous préoccupez de nos problèmes. On va vous le rendre. Super. Osez. C'est le mot. Osez. C'est le mot. Et aux enseignants, parce que je pense qu'en tant qu'on peut parler aux entrepreneurs, les élèves aussi peuvent se retrouver dans ça parce que demain, ils sont appelés peut-être à le devenir. Mais aux enseignants qui sont un acteur clé de l'éducation, parce qu'on parle d'eux, qu'est-ce que tu dirais aux enseignants? L'avenir se joue dans nos écoles. Et cet avenir-là, les architectes de cet avenir-là, ce sont les enseignants. Et donc, nous avons besoin d'eux. Qu'ils redécouvrent leur mission. C'est-à-dire que ce dont notre pays a besoin, ce sont des enseignants convaincus, leaders et inspirants. Ça, je pense que ça touche au fond. Ça touche au fond. Qu'est-ce que tu dirais aux décideurs? Parce que après, même si les enseignants prennent cette route, les entrepreneurs prennent la route qu'ils doivent prendre, il y a quand même des décideurs qui doivent encadrer tout ça. Qu'est-ce que tu dirais, décideurs? L'avenir de notre pays se joue dans les écoles. Donc, quelle que soit la parcelle d'autorité que vous avez, les écoles doivent faire partie de vos priorités. Quel que soit le domaine. Quel que soit... Dans tous les ministères, l'école doit être au cœur des enjeux. Tout passe par là. La résolution de nos embouteillages dans les écoles. Dans les écoles. La résolution de nos problèmes aux hôpitaux dans les écoles. La résolution de notre justice et la citoyenneté dans les écoles. Ça, je pense que comme on le dit chez nous, au-delà de là, on serait en train de mentir. Je pense que tu nous as donné vraiment une vraie masterclass. Et je pense que ceux qui nous suivent vont tirer au moins une leçon dans tout ce qu'on vient de partager ici. Merci beaucoup, Assina. Merci, pour ton Vanny. temps. Merci d'avoir accepté d'héroser ta présence, ce plateau, pour qu'on discute et qu'on échange sur toute cette panoplie d'expériences, que ce soit du côté éducatif, mais aussi dans la levée des fonds. Je pense que les entrepreneurs vont apprécier ce qu'ils ont appris ici. Merci. Merci aussi d'avoir été de nous. Et vous l'avez bien compris, l'avenir de ce pays repose dans l'éducation. L'avenir de la RDC est dans les écoles. Et il est dans notre devoir, que ce soit décideurs, que ce soit entrepreneurs, que ce soit acteurs, minimes ou grands, que ce soit acteurs directs ou indirects, au premier, deuxième et je ne sais à quel degré, nous devons tous avoir derrière la tête que l'éducation reste le moteur de notre développement. Et vous l'avez compris, nous avons une vision pour la RDC et nous devons tous nous y marteler pour que cette vision se matérialise. Et voilà même pourquoi Banny Talks existe. C'est pour avoir ce genre de conversation. C'est pour tiquer. C'est pour réveiller ce qui dort. Et surtout, pour agir. Parce que ici, notre but, c'est d'oser, d'innover et d'agir. Gardez le cap. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à Banny Talks et ne ratez aucun épisode. Parce qu'ici, nous avons le devoir de changer. Ça commence aujourd'hui. Parce que si on rentre le train aujourd'hui, restez connectés à Banny Talks. Merci.